Le 7 décembre 1943, le général George C. Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, reçut un message du président Franklin Roosevelt à Washington. Roosevelt venait de rentrer de la conférence de Téhéran, où il avait rencontré Churchill et Staline, et le message était sans ambiguïté: Roosevelt avait pris sa décision sur la personne qui commanderait l'invasion de la France. Ce choix déterminerait la manière dont la guerre se terminerait, le nombre d'Américains qui mourraient en France, le nombre de mois que dureraient les combats, et si les chars soviétiques s'arrêteraient à Berlin ou rouleraient jusqu'à la Manche. Marshall comprit immédiatement le poids de cette décision. Il ne s'agissait pas simplement de sélectionner un commandant, il s'agissait de choisir entre l'efficacité militaire et la nécessité politique, entre le général capable de gagner le plus rapidement et celui capable de maintenir l'alliance unie. Pendant des mois, tout le monde avait supposé que Marshall, lui-même, obtiendrait le poste. Il était le choix évident. En tant que chef d'état-major depuis 1939, il avait transformé l'armée américaine, passée de 200 000 hommes à une force de plusieurs millions. Il avait planifié la stratégie globale, choisi les commandants et coordonné les opérations sur 2 océans et 3 continents. Churchill l'appelait l'organisateur de la victoire. L'invasion de la France était l'aboutissement de tout ce que Marshall avait bâti. Roosevelt voulait que Marshall ait le commandement, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas se permettre de l'éloigner de Washington. L'effort de guerre mondiale dépendait de la supervision stratégique de Marshall et de sa capacité à gérer les chefs d'état-major interarmés. Comme Roosevelt le dit à Marshall, « Je ne sentais pas que je pourrais dormir tranquille si vous étiez hors de Washington. » Le choix se porta donc sur le lieutenant-général Dwight Eisenhower. Il servait alors comme commandant allié en Méditerranée. Il n'avait jamais commandé de troupes au combat avant 1942 et avait passé la Première Guerre mondiale à entraîner des soldats en Pennsylvanie. Toute sa carrière avait été consacrée au travail d'état-major, à la planification et à la coordination politique, mais il était prudent diplomate habile à gérer les égos et à bâtir des consensus. La décision de Roosevelt choqua de nombreux officiers, et le lieutenant-général George S. Patton, Jr., qui commandait la 7e armée en Sicile, Patton, avait un palmarès de combat exceptionnel. Il avait sauvé la campagne d'Afrique du Nord après le désastre du col de Kasserine. Il avait pris Palerme en 38 jours, alors que des commandants britanniques affirmaient que cela prendrait des mois. Il avait remporté toutes les grandes batailles en Afrique du Nord et en Sicile. Ses soldats l'appelaient « Old Blood and Guts » et l'auraient suivi en enfer. Les commandants allemands le craignaient plus que tout autre général allié. Pourtant, Patton ne fut même pas envisagé pour le poste de commandant suprême allié. Il n'était pas dans la discussion, il n'était pas sur la liste, malgré le fait qu'il fut le commandant de champ de bataille le plus efficace des États-Unis, malgré son génie tactique et sa capacité démontrée à gagner les batailles plus vite que quiconque. George Patton était jugé trop politiquement toxique pour qu'on lui confie le commandement d'une coalition. Ce n'était pas à cause des incidents de gifles qui deviendraient publics quelques semaines plus tard, mais parce que Marshall Eisenhower et Roosevelt savaient tous quelque chose que le public américain ignorait. Patton pouvait gagner des batailles de manière brillante, mais il ne pouvait pas gérer les alliés. Il ne pouvait pas contrôler ses paroles. Il était incapable de subordonner son ego aux nécessités diplomatiques. Il voyait la guerre de coalition comme une compétition dans laquelle les forces américaines devaient dominer et les forces britanniques suivre. Il utilisait les correspondants de guerre comme des instruments de publicité personnelle et tenait des propos offensants sur les Alliés sans se soucier des conséquences. Patton était un génie opérationnel
Mais le commandement suprême exigeait plus qu'un génie opérationnel. Il fallait gérer l'orgueil de Churchill et l'ego de De Gaulle, construire un consensus entre des officiers en désaccord sur la stratégie et accepter de prendre des décisions militaires sous-optimales afin de préserver l'unité de la coalition. Patton ne pouvait rien faire de tout cela. Il ne voulait rien faire de tout cela. Il en éprouvait même du ressentiment. Roosevelt choisit donc Eisenhower. Patton passerait la guerre à exécuter les plans des autres plutôt qu'à élaborer les siens. Il commanderait des armées avec brio à l'intérieur de cadres stratégiques définis par d'autres et prouverait à maintes reprises que ces tactiques agressives auraient pu mettre fin à la guerre plus rapidement. Mais il n'aurait jamais l'autorité nécessaire pour façonner la grande stratégie. Roosevelt et Marshall avaient en fait un calcul politique. Ils choisirent le commandant capable de gérer la coalition, plutôt que celui capable de gagner les batailles le plus vite, et ce calcul coûterait des milliers de vies américaines au cours des 18 mois suivants. C'est l'histoire de la raison pour laquelle George S. Patton Jr., le plus grand commandant américain de la Seconde Guerre mondiale sur le champ de bataille, ne fut jamais même envisagé pour le commandement suprême, non pas parce qu'il ne pouvait pas gagner des batailles, mais parce que gagner la guerre exigeait plus que des victoires militaires. Cela exigeait la politique de coalition, et Patton était incapable de comprendre que les compromis politiques devaient primer sur l'efficacité militaire. Pour comprendre pourquoi Patton fut écarté, il faut comprendre qui était réellement George Patton, non pas la version hollywoodienne, mais l'homme réel et le véritable problème qu'il posa au leadership de l'armée. George Smith Patton Jr. naquit en 1885 dans une riche famille californienne, aux profondes traditions militaires. Il entra à West Point et en sortit diplômé en 1909 avec la réputation d'un officier agressif et compétitif, convaincu que la guerre était la vocation suprême de l'humanité. Pendant la Première Guerre mondiale, Patton commanda des unités de chars et fut l'un des premiers officiers américains à comprendre la guerre mécanisée. Entre les deux guerres, il étudia l'histoire militaire de manière obsessionnelle. Il lut tout ce qui avait été écrit sur Napoléon, Hannibal, César et Alexandre. Il croyait comprendre la guerre à un niveau que ses contemporains n'atteignaient pas. Il croyait même avoir été la réincarnation de guerriers anciens et affirmait avoir combattu à Carthage et à Troie. Il le disait ouvertement et y croyait absolument. Sa personnalité était complexe. Il était grossier excessif, mais aussi célèbre pour ses formules mémorables. Il portait des uniformes personnalisés, des bottes impeccablement cirées et des revolvers à crosse d'ivoire. Il exigeait la perfection de ses troupes et les poussait plus durement que n'importe quel autre commandant américain. Il était théâtral et en avait pleinement conscience. Il cultivait l'image d'un poète guerrier, amoureux du combat. Mais il était aussi profondément insécure. Il souffrait d'une dyslexie sévère et eut toute sa vie des difficultés à lire. Il compensait en mémorisant tout. Il étudiait de façon obsessionnelle précisément parce que la lecture lui était pénible. Son agressivité était en partie authentique et en partie construite pour masquer son handicap et sa crainte que les autres officiers le jugent intellectuellement inférieur. En 1942, lorsque les États-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale, Patton avait 57 ans. Il avait passé 33 années dans l'armée, à former des officiers à la guerre blindée et à rédiger des manuels doctrinaux sur le combat des chars. Il comprenait la guerre mobile mieux que tout autre commandant américain et était absolument convaincu qu'il était destiné à la grandeur. Le problème était qu'il ne savait pas se contrôler. Il disait ce qu'il pensait, insultait les alliés, ignorait les ordres qu'il désapprouvait, divulguait des informations aux journalistes,
pour construire son image publique et utilisait les correspondants de guerre comme des outils de promotion personnelle. Il rivalisait avec les autres généraux pour les gros titres et la gloire. Plus grave encore, Patton ne comprenait absolument rien à la politique de coalition. Il se moquait des sensibilités britanniques, du prestige de la France libre et des exigences soviétiques pour l'ouverture d'un second front. Il ne se souciait que de tuer les Allemands efficacement et de gagner les batailles de façon décisive. Tout le reste n'était que politique, et la politique l'ennuyait. Marshall savait tout cela. Eisenhower le savait aussi. Ils avaient travaillé avec Patton pendant des décennies. Ils savaient qu'il était brillant sur le champ de bataille et catastrophique dans un quartier général. Ils savaient qu'il gagnerait des batailles, mais perdrait des alliés. Ils savaient qu'il était le meilleur commandant de combat dont disposaient les États-Unis et le pire choix possible pour un poste exigeant des compétences diplomatiques. Ils prirent donc une décision: utiliser Patton là où ses forces étaient décisives, l'éloigner des situations où ses faiblesses pourraient détruire l'Alliance, lui confier des armées à commander, mais ne jamais lui donner la responsabilité de diriger un théâtre d'opération. C'était un calcul rationnel, fondé sur le comportement démontré de Patton, mais aussi une décision qui hanterait la stratégie américaine pour le reste de la guerre. En novembre 1942, Patton reçut son premier commandement de combat de la guerre. Il dirigea la Western Task Force lors de l'opération Torch, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord. Ces forces débarquèrent à Casablanca au Maroc, tandis que les forces britanniques et américaines débarquaient plus à l'est, à Oran et à Alger. Le débarquement de Casablanca était politiquement délicat. Les forces françaises de Vichy défendirent le Maroc et Roosevelt ne voulait pas aliéner des troupes françaises susceptibles de rejoindre les Alliés. Patton reçut l'ordre de limiter les pertes et d'éviter l'usage excessif de la force. Il ignora ces considérations politiques et se concentra sur les objectifs militaires. Il frappa durement les plages et écrasa la résistance française en 4 jours. Casablanca tomba et les forces françaises du Maroc se rendirent. Patton s'imposa alors comme le commandant américain, qui obtenait des résultats. Mais l'épreuve décisive survint en mars 1943. Les forces américaines en Tunisie avaient été sévèrement battues au col de Kasserine. Le maréchal allemand Erwin Rommel avait percé les lignes américaines et mis en lumière l'inexpérience des troupes américaines face aux vétérans de la Wehrmacht. Les pertes américaines furent lourdes et le moral s'effondra. Les commandants alliés doutaient de la capacité des forces américaines à se battre efficacement. Eisenhower avait besoin de quelqu'un pour rétablir l'ordre et la confiance. Il envoya Patton prendre le commandement du 2e corps. Patton arriva le 6 mars 1943 et transforma immédiatement l'unité. Il imposa strictement les règlements d'uniforme, exigea une discipline absolue, traduisit des officiers, en cour martiale pour lâcheté, visita personnellement les positions de première ligne et releva de leurs fonctions les commandants qu'il jugeait insuffisamment agressifs. En 2 semaines, le 2e corps était devenu une armée différente. Patton le conduisit dans les combats d'El Guettar, où ils stoppèrent une contre-attaque allemande et infligèrent de lourdes pertes à l'ennemi. Les troupes américaines cessèrent de reculer et commencèrent à gagner. Patton avait prouvé que les soldats américains pouvaient se battre, ils avaient simplement besoin d'un commandement agressif. Mais Patton ne gagna pas seulement sur le plan tactique, il gagna aussi sur le plan psychologique en restaurant la fierté américaine après l'humiliation de Kasserine. Il montra aux commandants britanniques que les forces américaines pouvaient tenir tête aux vétérans allemands.
Il démontra que la vitesse et l'agressivité pouvaient surmonter la supériorité tactique de la Wehrmacht. Marshall et Eisenhower en prirent note. Patton se révélait indispensable comme commandant de champ de bataille, mais la campagne d'Afrique du Nord mit aussi en lumière son problème politique. Il rivalisait avec les commandants britanniques pour la gloire, supportait mal de recevoir des ordres d'Eisenhower, accordait des interviews non autorisées, aux journalistes se plaignait des répartitions de ravitaillement et faisait clairement comprendre qu'il estimait devoir commander l'ensemble du théâtre nord-africain. Eisenhower dut gérer Patton en permanence, apaiser les conflits avec les officiers britanniques, expliquer ses déclarations publiques et équilibrer son génie tactique avec les casse-têtes diplomatiques qu'il provoquait. Malgré tous les résultats, était indéniable. En 2 semaines, Patton avait pris un corps vaincu et démoralisé et l'avait transformé en une force de combat efficace. Lorsque l'Afrique du Nord tomba en mai 1943, la réputation de Patton comme meilleur commandant de combat américain était solidement établie. La question devint alors que faire de lui ensuite. En juillet 1943, les Alliés envahirent la Sicile. Patton commandait la 7e armée américaine, le maréchal britannique Bernard Montgomery commandait la 8e armée et Eisenhower dirigeait l'ensemble de l'opération. L'objectif stratégique était de sécuriser la Sicile, de sortir l'Italie de la guerre et de préparer l'invasion future de la France. Le plan attribuait à Montgomery l'axe principal vers Messine, tandis que les forces de Patton se voyaient confier un rôle de soutien, chargé de protéger le flanc gauche britannique. C'était un plan conservateur conçu pour laisser les forces britanniques expérimentées mener l'effort, pendant que les forces américaines apprenaient. Patton détestait ce plan. Il y voyait de l'arrogance britannique et le refus d'Eisenhower de confier l'effort principal aux Américains. Il décida d'ignorer l'esprit de ses ordres et de faire la course avec Montgomery vers Messine. S'il arrivait le premier, il prouverait la supériorité des forces américaines et s'imposerait comme le commandant allié dominant. Patton lança ses troupes dans une avance implacable, progressant le long de la côte ouest de la Sicile, pendant que les forces de Montgomery s'enlisaient à l'est. Il prit Palerme en succession rapide, poussa ses divisions en avant avec un repos minimal et accepta des pertes plus élevées pour maintenir la vitesse. Le 17 août 1943, les forces de Patton entrèrent à Messine, quelques heures avant l'arrivée de Montgomery. Ce fut un exploit tactique spectaculaire. Patton avait parcouru plus de terrain, livré plus de combats et atteint l'objectif le premier. Il avait éclipsé Montgomery et donné l'impression que les armes américaines étaient supérieures aux forces britanniques. Les journaux américains le célébrèrent comme un héros. Il fit la couverture du magazine Time et devint le visage du succès militaire américain. Mais la campagne de Sicile révéla aussi son imprudence. Il avait poussé ses troupes au-delà de leurs limites physiques. Ses taux de perte furent plus élevés que nécessaire parce qu'il privilégiait la vitesse au détriment d'une planification prudente, et il avait créé une compétition avec Montgomery qui tendit l'alliance. Pire encore, la pression extrême exercée sur des soldats épuisés créa les conditions des incidents qui faillirent mettre fin à sa carrière. Le 3 août 1943, Patton visita le 15e hôpital d'évacuation près de Nicosia. En parcourant l'établissement et en parlant aux soldats blessés, il s'approcha du soldat de première classe, Charles Cool, assis sur un lit sans blessure visible. Patton lui demanda ce qui n'allait pas. Cool répondit qu'il ne supportait plus les bombardements. Patton explosa, le traita de lâche, le gifla au visage
avec ses gants, dégaina son pistolet et le menaça de le tuer. Il ordonna que Kuhl soit immédiatement renvoyé au front. Le personnel médical dut intervenir pour empêcher Patton d'abattre un soldat souffrant de fatigue de combat. Une semaine plus tard, le 10 août, Patton visita le 93e hôpital d'évacuation. Il y rencontra le soldat de première classe, Paul Bennett, lui aussi victime de fatigue de combat sans blessure apparente. Patton répéta la scène, il gifla. Bennett le traita de lâche, sortit son pistolet et fit expulser Bennett de la tente de l'hôpital. Ces incidents furent observés par des dizaines de membres du personnel médical et remontèrent la chaîne de commandement. Eisenhower en fut informé en quelques jours. Les correspondants de guerre en avaient également connaissance, mais acceptèrent de ne pas publier l'affaire temporairement pendant qu'Eisenhower décidait de la conduite à tenir. Eisenhower se retrouva face à un choix impossible. Patton venait de remporter la campagne de Sicile et était le commandant américain le plus performant du théâtre, mais il avait agressé des soldats souffrant de blessures psychologiques et violé tous les principes de la justice militaire et des soins médicaux. Selon les règlements, Patton aurait dû être traduit en cour martiale et relevé de son commandement. Eisenhower fit un calcul politique. Il réprimanda Patton en privé et lui ordonna de présenter des excuses aux soldats, au personnel médical et à chaque division de la 7e armée. Mais il ne le releva pas de son commandement et ne le traduisit pas en cour martiale. Il conserva Patton sur le théâtre d'opération parce qu'il estimait avoir besoin de lui pour l'invasion de la France. La décision devint publique en novembre 1943, lorsque le commentateur radio Drew Pearson révéla l'affaire lors de son émission du 21 novembre. L'opinion publique américaine fut scandalisée. Des membres du Congrès exigèrent que Patton soit relevé de ses fonctions. Des organisations de vétérans réclamèrent de sa comparution devant une cour martiale. Le secrétaire à la guerre fut submergé de lettres exigeant que Patton rende des comptes. Mais à ce moment-là, Eisenhower avait déjà formulé sa recommandation pour le poste de commandant suprême. Et il avait inclus Patton dans ses plans pour la France, non pas comme commandant suprême, mais comme commandant d'armée sous l'autorité d'Eisenhower. Eisenhower estimait que le génie tactique de Patton valait la peine de tolérer ses défauts de caractère. Marshall partageait cette évaluation. Patton était trop précieux pour être écarté, mais aussi trop dangereux pour être promu au-delà du commandement d'une armée. Les incidents des gifles offrirent à Marshall et à Roosevelt une justification publique de ce qu'il savait déjà. Il pouvait mettre en avant son manque de jugement, son incapacité à maîtriser son tempérament et son mépris des règlements militaires, et expliquer ainsi pourquoi Patton ne serait jamais digne de confiance pour autre chose que le commandement sur le champ de bataille. C'était une rationalisation commode. La vérité était que la personnalité de Patton, sa compétitivité et son incapacité à fonctionner dans le cadre de la politique de coalition l'avaient toujours disqualifié pour un commandement de théâtre. Patton n'aurait jamais été envisagé pour le poste de commandant suprême allié. Les incidents des gifles ne firent que fournir à tous une excuse publique pour une décision déjà prise sur la base de ce qu'était Patton. Alors pourquoi Roosevelt choisit-il Eisenhower plutôt que de maintenir Marshall sur le terrain? Et pourquoi Patton ne fut-il même jamais évoqué? La réponse à la première question tenait à la nécessité stratégique. Marshall était indispensable à Washington. Il dirigeait l'effort de guerre mondiale, coordonnait les relations avec les Britanniques, supervisait les opérations en Europe comme dans le Pacifique, et travaillait avec le Congrès sur les crédits et la mobilisation. Roosevelt lui dit littéralement « Je ne sentais pas que je pourrais dormir tranquille
si vous étiez hors de Washington. Marshall était trop crucial pour l'effort de guerre globale pour être immobilisé à la tête d'un seul théâtre. Il ne restait donc qu'Eisenhower comme choix logique parmi les autres généraux. Eisenhower n'avait jamais commandé de troupes au combat avant 1942. Il avait passé la Première Guerre mondiale comme officier instructeur au camp Colt, en Pennsylvanie, et les années de l'entre-deux-guerres a effectué du travail d'état-major pour Douglas MacArthur et a occupé divers postes administratifs. Il était intelligent, compétent et respecté, mais dépourvu d'expérience du combat avant l'Afrique du Nord. Ce qu'Eisenhower possédait en revanche, c'était un sens politique aigu. Il savait gérer des commandants britanniques, hostiles à l'autorité américaine, équilibrer les exigences concurrentes de Churchill et de Roosevelt, faire preuve de patience, de diplomatie et accepter de sacrifier des avantages tactiques américains pour maintenir la satisfaction des Alliés. Ce qu'il n'avait pas, c'était l'instinct meurtrier de Patton, ni sa compréhension de l'usage de la vitesse et de l'agressivité pour terminer rapidement les batailles, ni sa capacité à lire le terrain et exploiter les opportunités plus vite que l'ennemi. Tout cela relevait de l'art militaire. Les compétences d'Eisenhower, elles étaient politiques. Et tout ce qu'Eisenhower possédait, Patton en était dépourvu. Patton voyait la guerre de coalition comme une compétition où les forces américaines devaient dominer. Il rivalisait avec les commandants britanniques pour la gloire au lieu de bâtir des partenariats, divulguait des informations pour servir sa propre réputation et tenait des propos offensants sur les Alliés sans se soucier des conséquences diplomatiques. Il était incapable de subordonner son ego à la réalisation d'objectifs politiques. C'est pour cette raison que Patton ne fut jamais envisagé pour le commandement suprême, allié même avant les incidents des gifles. Marshall et Roosevelt savaient que le commandement suprême exigeait plus qu'un génie du champ de bataille. Il exigeait une sophistication politique dont Patton était totalement dépourvu. Eisenhower l'avait prouvé en Afrique du Nord. Il avait géré les relations conflictuelles entre commandants américains et britanniques, traité avec De Gaulle et la France libre, coordonné des opérations terrestres, aériennes et navales, sur plusieurs théâtres, le tout sans aliéner les Alliés ni provoquer d'incidents diplomatiques. Marshall valorisait ses qualités bien plus que l'expérience du combat. L'invasion de la France nécessiterait la coordination de millions de soldats, issus de nombreuses nations, sur des centaines de kilomètres de front, la gestion des forces aériennes des marines, des systèmes logistiques et des services de renseignement, ainsi que le maintien de l'unité de commandement, tout en respectant la souveraineté et l'orgueil nationaux. Eisenhower pouvait accomplir cela. Patton en était incapable. Patton voyait la guerre de coalition comme une hiérarchie où les forces américaines devaient commander et les forces britanniques obéir. Eisenhower la voyait comme un partenariat où les égaux devaient être ménagés et les compromis acceptés. La question que personne ne posa était de savoir si ces compromis coûteraient des vies américaines. Roosevelt partageait l'analyse de Marshall. Franklin D. Roosevelt pensait déjà à la politique d'après-guerre. Il savait que les États-Unis sortiraient du conflit comme une superpuissance et que le maintien de l'alliance britannique serait essentiel. Il savait qu'offenser Churchill ou De Gaulle pendant la guerre compliquerait les relations de l'après-guerre. Patton était un risque politique. Eisenhower était politiquement sûr. Il disait « Les bonnes choses construisaient des ponts, au lieu de les brûler, et comprenait que gagner la guerre exigeait plus que des victoires tactiques. Cela exigeait de maintenir l'unité de la coalition jusqu'à la victoire et au-delà, dans l'ordre d'après-guerre. La vraie question était de savoir si satisfaire Montgomery comptait davantage que sauver des vies américaines,
si l'unité de l'Alliance justifiait de fournir du carburant à des opérations britanniques vouées à l'échec, pendant que des forces américaines qui réussissaient se retrouvaient en tête à sec, et si le compromis politique était plus important que l'efficacité militaire. Marshall recommanda donc Eisenhower. Roosevelt approuva et annonça qu'il maintiendrait Marshall à Washington, où il était irremplaçable. Et la veille de Noël, 1943, Eisenhower fut officiellement nommé commandant suprême des forces alliées pour l'opération Overlord. Patton commanderait la 3e armée sous les ordres de Bradley, qui commanderait le 12e groupe d'armées sous Eisenhower. Patton exécuterait des plans opérationnels conçus par d'autres. Il se battrait brillamment à l'intérieur du cadre stratégique établi par Eisenhower, mais il n'aurait jamais l'autorité nécessaire pour façonner la grande stratégie. L'annonce fut rendue publique au début de janvier 1944. Les journaux saluèrent la nomination d'Eisenhower. Les analystes militaires soulignèrent ses talents diplomatiques et ses capacités d'organisation. Certains s'interrogèrent sur son manque d'expérience du combat. Personne ne demanda si la fiabilité politique comptait plus que l'excellence sur le champ de bataille. Personne ne demanda combien d'Américains mourraient parce que la politique de coalition prenait le pas sur l'efficacité militaire. Patton ne fut pas mentionné dans l'annonce. Son rôle dans l'invasion fut tenu secret pour des raisons de sécurité opérationnelle. Mais au sein de l'armée, tout le monde comprenait la réalité. Le meilleur commandant de combat américain ne serait jamais jugé digne de confiance pour diriger une coalition. Son génie tactique était inestimable. Sa toxicité politique était disqualifiante. Marshall et Roosevelt avaient décidé que la gestion de l'Alliance importait davantage que la maximisation de l'efficacité sur le champ de bataille. L'opération Cobra débuta le 25 juillet 1944. Les forces américaines, dirigées par la première armée du général Omar Bradley, percèrent les lignes allemandes à Saint-Lô. Après 6 semaines d'un sanglant enlisement dans le bocage normand, les forces américaines obtinrent enfin une percée. La ligne défensive allemande s'effondra, et soudain, un terrain ouvert s'étendit devant elle. La 3e armée de Patton devint opérationnelle le 1er août 1944. Sa mission était d'exploiter la percée de Cobra. Il devait avancer en Bretagne afin de capturer des ports destinés à la logistique alliée. C'était un plan conservateur conçu pour sécuriser les lignes d'approvisionnement avant de pousser plus profondément en France. Patton examina la situation stratégique et comprit immédiatement que ce plan était obsolète. Les forces allemandes en Normandie étaient brisées, leur flanc ouest s'effondrait. Paris était vulnérable et la route vers la frontière allemande était ouverte. La capture des ports bretons prendrait des semaines et serait inutile si la guerre se terminait avant qu'il ne devienne nécessaire. Patton prit alors une décision de commandement. Il respecterait la lettre de ses ordres, mais pas leur esprit. Il envoya un corps en Bretagne pour s'emparer des ports, mais lança le reste de la 3e armée vers l'est, en direction de Paris et de la frontière allemande. Il pariait que lorsque Eisenhower se rendrait compte de ce qu'il faisait, Patton aurait avancé si loin qu'il serait impossible de modifier le plan. Le pari réussit de manière spectaculaire. En 2 semaines, les forces de Patton avancèrent de plus de 400 kilomètres. Elles libérèrent Le Mans, Chartres et Orléans, atteignirent la Seine et menacèrent Paris par le sud. Elles forcèrent les forces allemandes à la retraite et capturèrent des milliers de prisonniers. Ce fut l'avance la plus rapide de l'histoire militaire américaine. Mais cette avance créa aussi de graves problèmes. Les lignes de ravitaillement de Patton étaient dangereusement étirées.
Ses chars manquaient de carburant. Ses officiers logistiques l'avertirent qu'il allait trop vite pour ses approvisionnements et qu'il devrait s'arrêter pour permettre au système logistique de suivre. Patton les ignora. Il ordonna à ses commandants de continuer à avancer jusqu'à épuisement du carburant, puis de trouver un moyen d'en obtenir davantage et de poursuivre. Le 15 août, Patton reçut l'ordre de s'arrêter sur la Seine et d'attendre que les autres forces alliées rattrapent leur retard. Patton trouva une faille. Il ordonna des patrouilles de reconnaissance en force au-delà de la Seine. Ces patrouilles ne cessèrent de s'étendre. Lorsque le quartier général d'Eisenhower commença à s'interroger sur ce qu'il faisait, toute la Troisième Armée avait déjà franchi le fleuve sous couvert de reconnaissance. Ce n'était pas une désobéissance ouverte, mais un jeu agressif avec les ordres, et l'effet fut le même. Il continua d'avancer alors qu'il devait s'arrêter. Le 31 août, la Troisième Armée avait atteint la Meuse, près de 400 kilomètres au-delà de ce qui était prévu. Patton avait progressé plus vite que n'importe quelle armée dans l'histoire. Il avait libéré de vastes régions de la France, détruit plusieurs divisions allemandes et tourné en dérision le plan prudent et méthodique élaboré par l'état-major d'Eisenhower. Eisenhower était furieux. Patton avait désobéi aux ordres. Il avait perturbé l'ensemble du système logistique allié en consommant du carburant et des approvisionnements destinés à d'autres armées. Il avait avancé si loin que ses flancs étaient exposés et qu'il ne pouvait plus être ravitaillé correctement. Bradley, qui était techniquement le supérieur hiérarchique de Patton, avait perdu le contrôle de la situation. Mais Eisenhower ne pouvait pas punir Patton, car son avance avait été brillamment couronnée de succès. Les forces allemandes en France s'effondraient, Paris avait été libéré, et l'avance alliée avait raccourci la guerre de plusieurs mois. Patton avait pris des risques qui violaient la doctrine, et il s'en était sorti parce que ces risques avaient payé. C'était précisément pour cette raison que Marshall et Roosevelt n'avaient jamais envisagé Patton pour le commandement suprême. Patton était prêt à ignorer les ordres, avec lesquels il n'était pas d'accord. Il plaçait la victoire au-dessus de l'obéissance. Il prenait des paris stratégiques sans autorisation. Ses qualités faisaient de lui un commandant d'armée brillant, mais le rendaient totalement inapte à diriger un théâtre d'opération. Si Patton avait occupé la position d'Eisenhower avec l'autorité de prendre des décisions stratégiques pour l'ensemble du théâtre, ses instincts agressifs auraient provoqué des désastres en même temps que des victoires. Il aurait ignoré les contraintes politiques, aliéné les alliés et pris des risques susceptibles de fracturer la coalition. Eisenhower le comprenait parfaitement. Il appréciait Patton comme subordonné, mais l'aurait craint comme égal. La percée de la Troisième Armée prouva que Patton avait besoin de quelqu'un au-dessus de lui pour lui imposer des limites et l'obliger à agir dans un cadre stratégique. Au début de septembre 1944, les forces alliées manquaient de carburant. Le système logistique était en train de se désintégrer. Les armées avançaient plus vite que les approvisionnements ne pouvaient suivre. Eisenhower fut confronté à une décision cruciale: quelles armées recevraient le carburant limité disponible et lesquelles devraient s'arrêter. Patton voulait le carburant. Il soutenait que la Troisième Armée était la plus proche de la frontière allemande et qu'avec des ravitaillements suffisants, il pourrait atteindre le Rhin en quelques jours, pénétrer en Allemagne et menacer la région industrielle de la Ruhr. Il croyait pouvoir mettre fin à la guerre avant l'hiver. Montgomery voulait lui aussi le carburant. Il affirmait que les forces britanniques au nord devaient être prioritaires et proposa l'opération Market Garden, un assaut aéroporté visant à s'emparer des ponts sur le Rhin aux Pays-Bas. Il pensait que cette manœuvre contournerait les défenses allemandes et permettrait aux forces britanniques de foncer vers le nord de l'Allemagne.
Bradley, commandant le 12e groupe d'armée, soutenait Patton. Il estimait que l'élan de la 3e armée devait être maintenu et que le commandement agressif de Patton offrait la meilleure chance de briser la résistance allemande avant qu'elle ne se consolide. Eisenhower choisit de soutenir Montgomery. Il accorda la priorité en carburant et en ravitaillement au 21e groupe d'armée britannique, approuva Market Garden et ordonna aux forces américaines, y compris la 3e armée de Patton, de ralentir leur avance et de consolider leur position. La décision d'Eisenhower ne reposait pas sur une logique militaire. Market Garden était une opération à très haut risque qui exigeait que tout se déroule parfaitement. L'avance de Patton, bien que agressive, fonctionnait et conservait son élan. La décision d'Eisenhower était politique. Churchill faisait pression sur Roosevelt pour donner aux forces britanniques un rôle plus important dans la victoire finale. L'opinion publique britannique se montrait de plus en plus frustrée par la domination américaine de la campagne. Montgomery menaçait de démissionner s'il n'obtenait pas la priorité, et Eisenhower estimait que préserver l'unité de l'Alliance était plus important que d'adopter la stratégie militaire optimale. Patton reçut l'ordre d'arrêter l'avance de la 3e armée. Il protesta avec vigueur, affirmant que s'arrêter à ce moment-là permettrait aux Allemands de se regrouper et prolongerait la guerre. Il dit à Eisenhower qu'avec un ravitaillement suffisant, il pourrait être à Berlin avant les Soviétiques. Il prédit que donner les ressources à Montgomery mènerait au désastre. Eisenhower passa outre. La 3e armée reçut un ravitaillement minimal et fut chargée d'opérations limitées. Pendant que Montgomery préparait Market Garden, Patton se plaignit aux journalistes et laissa filtrer des informations suggérant que la pression politique prenait le pas sur le jugement militaire. Il fit clairement savoir qu'il estimait la décision erronée. Market Garden fut lancé le 17 septembre 1944 et échoua de manière désastreuse. Les forces aéroportées britanniques furent encerclées à Arnhem, des milliers d'hommes furent tués ou capturés, et l'opération n'apporta aucun avantage stratégique. La réputation de Montgomery en sortit affaiblie, et le carburant ainsi que les approvisionnements qui auraient pu soutenir l'avance de Patton furent gaspillés dans une opération ratée. Mais le véritable coût ne se mesurait pas aux pertes britanniques. À Arnhem, il se mesurait aux soldats américains, morts en octobre et novembre, en combattant à travers la ligne Siegfried, parce que Patton n'avait pas été autorisé à la contourner en septembre. Il se mesurait à la prolongation de la guerre, qui donna à l'Allemagne le temps de préparer l'offensive des Ardennes. La décision politique d'Eisenhower de soutenir Montgomery avait acheté une harmonie temporaire au sein de l'Alliance. Le prix en fut des vies américaines et des mois supplémentaires de combat. Patton croyait que cela confirmait pleinement la justesse de son argument. S'il avait reçu le commandement suprême, il aurait donné la priorité à l'avance de la 3e armée. Il aurait atteint la frontière allemande des semaines plus tôt, franchi le Rhin, avant que les défenses allemandes ne se solidifient, et la guerre aurait pu se terminer en 1944. Mais Marshall et Eisenhower voyaient les choses autrement. Ils pensaient que si Patton avait été commandant suprême, il aurait créé des problèmes encore plus graves. Il aurait ignoré les sensibilités britanniques, rivalisé avec Montgomery, au lieu de le gérer et fracturer l'alliance au nom de la gloire américaine. L'échec de Market Garden ne prouvait pas que Patton aurait dû être commandant suprême. Il prouvait qu'Eisenhower n'était pas assez agressif et trop disposé à laisser la politique l'emporter sur le jugement militaire. Mais il démontrait aussi qu'il fallait quelqu'un pour gérer la politique de coalition, et Patton en était incapable. En août 1944, les forces allemandes en Normandie furent encerclées dans une poche près de la ville de Falaise.
Les forces alliées les avaient entourés sur 3 côtés, et leur seule voie de fuite était un étroit corridor à l'est. Si les Alliés fermaient cette brèche, ils pourraient capturer ou détruire environ 100 000 soldats allemands et mettre fin à toute résistance organisée en France. Bradley commandait les forces américaines venant du sud Montgomery, commandait les forces britanniques et canadiennes venant du nord. Et le plan prévoyait que les 2 forces avancent pour fermer la poche et piéger les Allemands. La 3e armée de Patton était idéalement positionnée pour fermer la brèche par le sud. Il demanda l'autorisation à Bradley d'avancer vers le nord et de sceller complètement la poche. Il soutenait qu'il pouvait atteindre Falaise avant que les Allemands ne s'échappent et transformer la campagne de Normandie en une destruction totale des forces allemandes en France. Bradley refusa. Il craignait que si Patton avançait trop loin, vers le nord, des forces américaines et britanniques ne se tirent accidentellement dessus. Il redoutait des problèmes de coordination et un incident de tir fratricide qui embarrasserait l'alliance. Patton répondit que le risque en valait la peine, que l'occasion de détruire la 7e armée allemande était trop précieuse pour être perdue pour des questions de coordination et qu'un contrôle rigoureux des tirs permettrait d'éviter des pertes par feu amis. Il supplia qu'on le laisse avancer. Bradley resta inflexible. Il arrêta l'avance de Patton à Argentan, à environ 25 kilomètres de Falaise, et lui ordonna de s'arrêter et d'attendre que les forces de Montgomery ferment la poche depuis le nord. Patton obéit à l'ordre mais protesta violemment. Il était convaincu que Bradley sacrifiait une occasion historique par crainte de froisser Montgomery. Les forces de Montgomery avancèrent lentement vers Falaise. Les troupes canadiennes se battaient avec acharnement mais progressaient peu. La résistance allemande se durcissait à mesure qu'elle comprenait qu'elle devait maintenir la voie de fuite ouverte. Les jours passèrent et la brèche demeura ouverte. Finalement, le 19 août, les forces alliées se rejoignirent à Chambois, fermant partiellement la poche, mais pendant 2 jours, encore les forces allemandes réussirent à rouvrir des passages. La poche ne fut complètement scellée que le 21 août. À ce moment-là, des forces allemandes importantes avaient déjà réussi à s'échapper. Entre 20 000 et 50 000 soldats allemands sortirent de la poche en portant une grande partie de leur équipement. Ils se replièrent vers l'est et formèrent le noyau de nouvelles positions défensives. Ce n'étaient maintes pas de simples chiffres sur un rapport de pertes, c'étaient des équipages de chars SS qui défendraient la ligne Siegfried des fantassins de la Wehrmacht, qui combattraient dans la forêt de Hürtgen, et des soldats aguerris qui mèneraient l'offensive des Ardennes 3 mois plus tard. Chaque Allemand qui sortit de la poche de Falaise tuerait des Américains pendant l'hiver. Patton le savait, Bradley le savait. Ils les laissèrent pourtant partir parce que la coordination avec Montgomery comptait plus que la destruction de l'ennemi. Les historiens débattent encore de la question de savoir si Patton aurait pu fermer la poche s'il avait été autorisé à avancer. Les arguments en faveur de cette option sont solides. La 3e armée était parfaitement positionnée. Les forces de Patton étaient expérimentées et agressives. Et le risque de tir fratricide, bien que réel, était gérable avec une coordination adéquate. La décision de ne pas laisser Patton fermer la poche reflétait exactement la politique de coalition que Marshall avait invoquée pour justifier le refus de lui confier le commandement suprême. Bradley craignait de créer des problèmes avec Montgomery. Il privilégia l'évitement de l'embarras politique au détriment de l'efficacité militaire maximale. Il prit une décision politiquement sûre qui permit aux forces allemandes de s'échapper. Si Patton avait été commandant suprême, il aurait fermé la poche
Il aurait accepté le risque de tirs fratricides ordonné à Montgomery de coordonner son avance au lieu d'attendre des autorisations et donner la priorité à la destruction des forces allemandes plutôt qu'à la préservation de l'orgueil britannique. Mais Patton n'était pas commandant suprême. Il était commandant d'armée sous les ordres de Bradley, et Bradley était prudent et politique d'une manière que Patton n'était pas. Les Allemands s'échappèrent. Donc la guerre continua, et des milliers d'Américains moururent ensuite en combattant des troupes allemandes qui auraient pu être capturées à Falaise. Patton considérait cela comme un nouvel exemple des conséquences de la primauté des considérations politiques sur le jugement militaire. Il croyait que si Marshall lui avait confié le commandement suprême, la guerre se serait terminée plus rapidement et avec moins de pertes américaines. Il avait probablement raison, mais il aurait aussi fracturé l'alliance et provoqué des crises diplomatiques qui auraient compliqué l'ordre d'après-guerre. Le 16 décembre 1944, les forces allemandes lancèrent leur dernière grande offensive sur le front occidental. Elles attaquèrent à travers la forêt des Ardennes, frappant des positions américaines faiblement défendues. L'assaut prit complètement par surprise les services de renseignement alliés. En quelques jours, les forces allemandes avancèrent de près de 80 kilomètres et créèrent un énorme saillant dans les lignes alliées. Eisenhower convoqua une réunion d'urgence à Verdun le 19 décembre. Bradley Patton et d'autres commandants supérieurs y assistèrent. La situation était désespérée, les forces allemandes encerclaient la ville de Bastogne, où la 101e division aéroportée était piégée. Les forces américaines se repliaient dans la confusion, et l'ensemble du front allié était menacé. Eisenhower demanda à ses commandants en combien de temps ils pouvaient réagir. La plupart répondirent qu'il leur faudrait des jours, voire des semaines, pour réorganiser leurs forces et préparer une contre-offensive. La situation était trop chaotique, le temps exécrable, et déplacer de grandes unités en conditions hivernales prendrait du temps. Patton déclara qu'il pouvait attaquer en 48 heures. Tous les officiers présents pensèrent qu'il avait perdu la raison. La 3e armée se trouvait à plus de 150 kilomètres au sud du champ de bataille. Patton aurait dû se dégager des opérations en cours, faire pivoter toute son armée de 90 degrés vers le nord, progresser à travers des tempêtes hivernales et lancer une attaque coordonnée. Cela semblait impossible. Patton expliqua qu'il avait anticipé la possibilité d'une réaction rapide. Il avait demandé à son état-major de préparer des plans de contingence pour un déplacement vers le nord de la 3e armée. Il disposait de 3 plans d'attaque complets, prêts à être exécutés selon l'axe que choisirait Eisenhower. Il ne lui manquait que l'ordre. Eisenhower le donna. Patton quitta la réunion et mit immédiatement son plan à exécution. La 3e armée commença à se désengager des opérations dans l'est de la France, à pivoter vers le nord et à avancer à travers la neige et la glace en direction du saillant allemand. Le 22 décembre, exactement 3 jours après la réunion de Verdun, les forces de Patton attaquèrent le flanc sud du saillant allemand. Ce fut l'un des mouvements opérationnels les plus impressionnants de l'histoire militaire. Patton déplaça 3 divisions, environ 133 000 hommes sur plus de 150 kilomètres en conditions hivernales, et lança une attaque coordonnée avec un temps de préparation minimal. Le 26 décembre, ses forces dégagèrent. Bastogne repoussèrent les forces allemandes et éliminèrent la menace pesant sur le front allié. La rapidité et l'efficacité de la réaction de Patton stupéfièrent tout le monde. Les commandants allemands ne pouvaient pas croire que les forces américaines aient pu se réorienter aussi vite. Les observateurs britanniques parlèrent d'un chef-d'œuvre de manœuvres opérationnelles.
Même Eisenhower, qui s'était souvent heurté à Patton, reconnut qu'il s'agissait de l'un des exploits les plus impressionnants de la guerre. Mais la bataille des Ardennes révéla aussi ce qui se produisait lorsque Patton n'était pas aux commandes de la stratégie globale. L'offensive allemande avait réussi parce que le renseignement allié n'avait pas détecté la concentration des forces ennemies. Les positions défensives étaient faiblement tenues parce qu'Eisenhower avait réparti les forces de manière uniforme sur le front. Les réserves stratégiques étaient insuffisantes car des ressources avaient été détournées vers les opérations de Montgomery au nord. Le résultat fut catastrophique, 80 000 pertes américaines, dont 19 000 morts dans la neige, des unités entières, submergées sur leur position, et la 106e division d'infanterie, contrainte de se rendre avec 7 000 hommes, la plus grande reddition de forces américaines sur le théâtre européen. Ce n'étaient pas des pertes acceptables issues d'un risque calculé, mais des pertes évitables résultant d'une préparation défensive insuffisante. Patton avait mis en garde contre ces faiblesses. Il avait plaidé pour la concentration des forces et le maintien de solides réserves. Il avait remis en question les évaluations du renseignement, affirmant que l'Allemagne était vaincue. Il fut ignoré parce qu'Eisenhower et son état-major estimaient savoir mieux que lui. Si Patton avait été commandant suprême, la bataille des Ardennes aurait-elle eu lieu? Probablement pas de la même manière. Patton était obsédé par la crainte des contre-attaques allemandes. Il maintenait de fortes réserves et concentrait ses forces au lieu de les disperser. Il aurait détecté la concentration allemande ou, à défaut, aurait été positionné pour réagir plus rapidement. Cependant, la stratégie défensive de Patton aurait engendré d'autres problèmes. Il aurait été moins disposé à accorder des ressources à Montgomery, aurait poussé les forces américaines plus durement et accepté des pertes plus élevées, et aurait créé des frictions avec les commandants britanniques déjà irrités par son style agressif. La bataille des Ardennes valida les instincts tactiques de Patton, mais montra aussi pourquoi Marshall et Roosevelt ne l'avaient jamais envisagé pour le commandement suprême. Patton pouvait exécuter des manœuvres opérationnelles brillantes, mais il ne savait pas gérer une coalition, et la gestion de la coalition comptait davantage pour les intérêts stratégiques américains que l'efficacité militaire optimale. En mars 1945, les forces alliées avaient franchi le Rhin et progressaient en Allemagne. La fin de la guerre approchait, mais une nouvelle question se posait: qui capturerait Berlin et quelles en seraient les conséquences pour la politique de l'après-guerre? Les forces soviétiques avançaient depuis l'Est et se trouvaient plus proches de Berlin que les forces alliées occidentales. Staline était déterminé à s'emparer de la capitale allemande comme symbole du sacrifice et de la victoire soviétique. Churchill souhaitait que les forces britanniques et américaines atteignent Berlin en premier, afin d'empêcher la domination soviétique de l'Europe centrale. Patton était en position de tenter une course vers Berlin. La troisième armée avançait rapidement à travers l'Allemagne centrale, et Patton pensait qu'avec le carburant et l'autorisation nécessaires, il pourrait atteindre Berlin avant les soviétiques. En avril 1945, la troisième armée de Patton atteignit l'Elbe à seulement 80 km de Berlin. La route était ouverte, la résistance allemande s'effondrait, et Patton était prêt à avancer. Il avait la possibilité de pousser en avant. Patton demanda l'autorisation à Bradley et à Eisenhower. Il soutint que les forces américaines devaient atteindre Berlin avant les soviétiques et estimait que l'occupation de la capitale allemande donnerait aux États-Unis un levier décisif dans les négociations d'après-guerre. Mais Eisenhower choisit de ne pas provoquer Staline. Il privilégia l'alliance soviétique au détriment de la position stratégique et respecta les accords conclus par Roosevelt à Yalta, même si ces accords
accordant à Staline le contrôle de l'Europe de l'Est. La décision avait été prise au plus haut niveau politique. Une fois de plus, les considérations politiques l'emportèrent. Patton reçut l'ordre de s'arrêter sur l'Elbe et protesta avec fureur. Il affirma que laisser les Soviétiques prendre Berlin était une erreur stratégique qui renforcerait les ambitions soviétiques en Europe. Il prédit que Staline dominerait l'Europe de l'Est et menacerait les intérêts occidentaux. Il croyait que les forces américaines devaient occuper le plus de territoire allemand possible avant la reddition finale de l'Allemagne. Eisenhower l'ignora. Le jugement militaire de Patton comptait moins que la stratégie diplomatique de Roosevelt. La Troisième Armée s'arrêta sur l'Elbe et attendit pendant que les forces soviétiques livraient une bataille pour Berlin. Patton considéra cela comme la preuve ultime qu'il aurait dû être envisagé pour le commandement suprême. Il estimait qu'Eisenhower s'était montré trop disposé à satisfaire les exigences soviétiques et qu'un commandant suprême américain aurait dû privilégier les intérêts stratégiques des États-Unis plutôt que l'harmonie de l'alliance avec l'Union soviétique. Marshall et Eisenhower voyèrent la situation différemment. Ils estimaient que la décision de laisser les Soviétiques prendre Berlin était correcte, car se battre pour la ville aurait coûté des milliers de vies américaines, sans gain stratégique réel. Berlin devait de toute façon être divisé entre les Alliés selon des zones d'occupation préalablement convenues. Faire la course avec les Soviétiques pour Berlin aurait gravement endommagé les relations que Roosevelt et Churchill cherchaient à préserver. Mais Patton avait raison sur un point essentiel. La décision de s'arrêter à l'Elbe permit à Staline de consolider son contrôle sur l'Europe de l'Est. Les forces soviétiques occupèrent la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et l'Allemagne de l'Est, et y imposèrent des gouvernements communistes à des populations qui aspiraient à la liberté. Le rideau de fer s'abattit sur l'Europe, exactement comme Patton l'avait prédit. La question de savoir si la prise de Berlin par les forces américaines aurait changé cette issue reste débattue. Le contrôle soviétique de l'Europe de l'Est reposait sur l'occupation militaire, non sur le symbole de Berlin. Les forces soviétiques étaient déjà sur le terrain et les forces américaines auraient dû les combattre pour empêcher l'instauration de régimes communistes. Roosevelt et Churchill n'étaient pas disposés à risquer une guerre avec l'Union soviétique immédiatement après la défaite de l'Allemagne. Mais les instincts de Patton étaient stratégiquement justes. Il comprenait que l'ordre d'après-guerre serait façonné par la position des forces militaires au moment de la fin du conflit. Il voulait que les forces américaines avancent le plus à l'est possible afin de limiter l'expansion soviétique. Eisenhower acceptait la domination soviétique de l'Europe de l'Est comme le prix à payer pour préserver l'unité de l'Alliance. Cette différence de vision stratégique expliquait précisément pourquoi Patton ne fut jamais envisagé pour le commandement suprême. Patton raisonnait en termes militaires. Eisenhower raisonnait en termes politiques. Roosevelt et Churchill voulaient un commandant suprême capable de donner la priorité aux objectifs politiques plutôt qu'à la logique militaire. Après la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, Patton fut nommé gouverneur militaire de la Bavière. C'était un poste politique, exigeant des compétences diplomatiques et une gestion prudente de la population civile allemande, exactement le type de fonction qui ne convenait pas à Patton. Il provoqua immédiatement des controverses. Il tarda à écarter les anciens responsables nazis des postes administratifs, affirmant que des administrateurs expérimentés étaient nécessaires pour faire fonctionner les infrastructures indépendamment de leur passé politique. Il déclara que le parti nazi n'était comparable qu'au parti républicain et démocrate aux États-Unis,
une simple forme de politique allemande. Ces propos horrifièrent les responsables américains et britanniques. L'objectif même de la dénazification était d'éliminer l'influence nazie de la société allemande. Patton traitait l'adhésion au parti nazi comme un détail sans importance, se préoccupant davantage de l'efficacité administrative que de la punition des Allemands ayant soutenu Hitler. Il alla jusqu'à plaider pour le réarmement des forces allemandes afin de combattre l'Union soviétique. Il déclara aux journalistes que les États-Unis avaient vaincu le mauvais ennemi et qu'ils auraient dû s'allier à l'Allemagne contre les Soviétiques. Il plaidait pour une confrontation militaire immédiate avec Staline, tant que les forces américaines étaient à pleine puissance en Europe. Ces déclarations violèrent la politique officielle et embarrassaient Eisenhower. Les États-Unis cherchaient alors à établir des relations de coopération avec l'Union soviétique, tandis que Patton appelait de facto à une nouvelle guerre mondiale. Il préconisait l'utilisation de troupes allemandes, les mêmes forces qui venaient sans de tuer des centaines de milliers d'Américains contre l'allié de guerre des États-Unis. En octobre 1945, Eisenhower releva Patton du commandement de la 3e armée et de son poste de gouverneur militaire. Il lui confia le commandement de la 15e armée, une formation administrative chargée de rédiger l'histoire de la campagne européenne. Ce fut une rétrogradation humiliante. Le commandant de combat le plus victorieux de l'armée américaine se retrouva réduit à écrire des rapports. Patton en éprouva une amère rancœur. Il croyait que son éviction prouvait que les politiciens punissaient la franchise. Il se considérait persécuté pour avoir dit la vérité sur les intentions soviétiques, se sentait justifié par son bilan militaire et trahi par l'establishment politique. Le 9 décembre 1945, Patton fut grièvement blessé dans un accident de voiture près de Mannheim, en Allemagne. Son véhicule entra en collision avec un camion militaire. Il subit de graves blessures au cou et à la colonne vertébrale, le laissant paralysé à partir du cou. Il mourut le 21 décembre 1945 des suites de ses blessures. Sa mort, à l'âge de 60 ans, lui évita de voir la confirmation totale de ses avertissements concernant les intentions soviétiques. La guerre froide commença quelques mois après sa mort. Staline imposa des dictatures communistes à travers l'Europe de l'Est, exactement comme Patton l'avait prédit. Le rideau de fer divisa l'Europe pendant 45 ans, et les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontèrent dans une confrontation nucléaire qui dura jusqu'en 1991. Patton avait eu raison au sujet des intentions soviétiques. Son appel à affronter Staline immédiatement après la défaite de l'Allemagne était stratégiquement fondé, mais son absence totale de sophistication politique et de compétences diplomatiques fit que ses avertissements furent rejetés comme les divagations d'un belliciste incapable d'accepter que la guerre soit terminée. Si Patton avait reçu le commandement suprême, ses attitudes violemment anti-soviétiques auraient créé des problèmes diplomatiques catastrophiques pendant la guerre. La stratégie de Roosevelt reposait sur le maintien de la coopération soviétique contre l'Allemagne, et Patton aurait compromis cette coopération en traitant Staline comme un ennemi plutôt que comme un allié. C'est pour cette raison que Marshall et Roosevelt ne considérèrent jamais Patton pour le commandement suprême, non pas parce qu'Eisenhower était meilleur pour gagner des batailles, mais parce qu'Eisenhower comprenait que la victoire militaire devait servir des objectifs politiques. Et l'objectif politique était de gagner la guerre, tout en maintenant des relations d'alliance susceptibles de perdurer dans l'après-guerre. Patton en était incapable. Il était brillant dans les opérations tactiques, mais catastrophique dans la politique de coalition.
Il disait ce qu'il pensait sans mesurer les conséquences diplomatiques, rivalisait avec les alliés au lieu de bâtir des partenariats et faisait passer la logique militaire avant les impératifs politiques. Ses qualités firent de lui le meilleur commandant d'armée américain, mais le disqualifièrent du commandement suprême. La véritable leçon de l'exclusion de Patton est une vérité amère de la guerre de coalition. L'excellence militaire compte moins que la gestion politique. Le meilleur commandant de champ de bataille n'est pas toujours le bon choix pour diriger un théâtre d'opération. Parfois, le meilleur commandant de combat n'est même pas envisagé. Patton comprenait la guerre à un niveau que ses contemporains n'atteignaient pas. Il étudiait l'histoire militaire de façon obsessionnelle, saisissait intuitivement la manœuvre opérationnelle et savait utiliser la vitesse et l'agressivité pour obtenir des résultats décisifs. Il fut probablement le meilleur pur commandant de combat que les États-Unis aient produit durant la Seconde Guerre mondiale. Mais Patton ne comprenait pas la politique. Il ne comprenait pas que les guerres sont menées pour atteindre des objectifs politiques, pas seulement pour tuer l'ennemi efficacement. Il ne comprenait pas que maintenir les relations d'alliance est aussi important que gagner des batailles, ni que ce que l'on dit aux journalistes compte autant que ce que l'on fait sur le champ de bataille. Cela le rendit inapte au commandement suprême, malgré son génie tactique. Le commandement suprême exige de concilier les exigences militaires avec les contraintes politiques, de gérer les égos et de bâtir des consensus et d'accepter des décisions militaires sous-optimales pour préserver l'unité de la coalition. Patton ne pouvait pas faire cela, ne voulait pas le faire, et en ressentait même de l'amertume. Eisenhower lui comprenait la politique de coalition. Il n'était pas aussi doué que Patton comme commandant de combat, et ne le serait jamais, mais il pouvait travailler avec Churchill sans provoquer d'incidents diplomatiques, coordonner avec De Gaulle sans heurter l'orgueil français et maintenir la coopération de Staline sans provoquer de confrontation. Ses compétences comptaient davantage que le génie tactique. Marshall comprenait cette distinction. Il savait que Patton était le meilleur guerrier, mais lorsque Roosevelt lui demanda qui devait commander Overlord, Marshall recommanda Eisenhower sans la moindre hésitation, parce que les guerres ne sont pas gagnées par les guerriers seuls. Elles sont gagnées par des coalitions capables de maintenir la coopération jusqu'à la victoire et au-delà dans l'ordre d'après-guerre. Et Patton était fondamentalement incapable d'exercer un leadership de coalition. Le système militaire américain, pendant la Seconde Guerre mondiale, reflétait cette compréhension. Les États-Unis ne confièrent jamais l'autorité suprême à leur meilleur commandant de combat. MacArthur commandait dans le Pacifique, mais restait subordonné au chef d'état-major interarmé. Patton commandait des armées, mais restait subordonné à Eisenhower. Le système était conçu pour garantir que les dirigeants politiques contrôlent la stratégie, tandis que les chefs militaires exécutent les tactiques. Cela frustrait des commandants agressifs comme Patton et MacArthur, qui croyaient comprendre la guerre mieux que les politiciens et estimaient devoir être libres de poursuivre la victoire militaire sans contrainte politique. Ils avaient probablement raison de penser qu'ils comprenaient mieux la guerre. Ils avaient été en revanche complètement tort de croire qu'ils méritaient d'être affranchis du contrôle politique, car les guerres servent des objectifs politiques. La force militaire est un outil de la politique nationale, pas une fin en soi. Les commandants qui l'oublient en deviennent dangereux. Ils poursuivent des objectifs militaires qui contredisent les buts politiques et remportent des victoires qui mènent à des défaites stratégiques. Patton ne comprit jamais cela. Il croyait que son rôle consistait à tuer les Allemands efficacement et à gagner des batailles de manière décisive. Tout le reste n'était que de la politique qui ne le concernait pas. Cette attitude le rendit brillant.
dans l'exécution des missions, mais elles garantissaient qu'ils ne seraient jamais envisagés pour des postes exigeant la définition de la stratégie. Les instincts tactiques de Patton étaient supérieurs à la stratégie prudente poursuivie par Eisenhower. La percée de Normandie fut retardée de plusieurs semaines par une planification trop prudente. L'échec de la fermeture de la poche de Falaise permit à des dizaines de milliers de soldats allemands de s'échapper. Market Garden consomma des ressources qui auraient pu soutenir l'avance de la Troisième Armée vers le Rhin. La bataille des Ardennes eut lieu parce que les positions défensives étaient trop faiblement tenues et que les réserves étaient insuffisantes. Les chiffres racontent l'histoire que les récits officiels ont tenté d'occulter. Market Garden, 17 000 pertes alliées, aucun gain stratégique des ressources qui auraient pu être consacrées à l'avance de Patton, gaspillées dans l'opération ratée de Montgomery. Les Ardennes, 80 000 pertes américaines, dont 19 000 morts dans la neige, et la 100e division d'infanterie, contrainte de se rendre, avec 7 000 hommes, la plus grande reddition massive de forces américaines sur le théâtre européen. Ce n'étaient pas des pertes acceptables, mais des pertes évitables causées par la dispersion des forces décidée par Eisenhower pour tenter de satisfaire tout le monde. La forêt de Hurtgen, 33 000 pertes américaines, pour conquérir un terrain qui aurait pu être contourné si Patton avait été autorisé à déborder la ligne Siegfried en septembre. La ligne Siegfried elle-même fut finalement prise par des attaques frontales à la fin de 1944, parce que Patton n'avait pas été autorisé à la contourner lorsqu'elle était encore vulnérable au début de septembre. Chacune de ces pertes a un nom. Chacune correspond à une famille qui reçut un télégramme du département de la guerre. Tous payèrent le prix de décisions politiques qui privilégiaient l'unité de l'Alliance au détriment de l'efficacité militaire. Eisenhower maintint l'Alliance unie, c'était son rôle, et il l'accomplit bien. Mais son rôle n'était pas de gagner les batailles rapidement, ni de sauver des vies américaines. Son rôle était de gérer les égaux et de préserver l'unité de la coalition. Il donna du carburant à Montgomery pour Market Garden, arrêta Patton sur la Seine et s'arrêta à l'Elbe au lieu de courir vers Berlin. Chacune de ces décisions satisfit les Alliés, et chacune coûta des vies américaines. Le rôle de Patton était de gagner des batailles et de détruire l'ennemi. Il était le meilleur au monde dans ce domaine, et il ne fut jamais envisagé pour le commandement suprême parce que l'efficacité militaire comptait moins que l'acceptabilité politique. Marshall choisit le gestionnaire plutôt que le guerrier. Roosevelt approuva ce choix. L'Alliance tint bon. L'Allemagne fut vaincue. Les Soviétiques occupèrent l'Europe de l'Est, exactement comme Patton l'avait prédit, et des milliers de soldats américains en payèrent le prix. Les Américains morts dans le bocage, attendant une percée retardée de plusieurs semaines, n'eurent jamais leur mot à dire pour savoir si l'unité de l'Alliance valait leur vie. Les familles, qui ouvrirent des télégrammes du département de la guerre, après les Ardennes, après Market Garden, après la forêt de Hurtgen, ne purent jamais décider si satisfaire Montgomery justifiait la mort de leurs fils. Les soldats payèrent de leur sang. Les généraux payèrent de leur réputation. Les familles en payèrent le prix par un chagrin qui ne s'acheva jamais. George S. Patton, Jr. ne fut même jamais évoqué dans la discussion concernant le commandement suprême, parce qu'il était trop doué pour la guerre et trop mauvais en politique. Il aurait pu mettre fin au combat plus tôt, mais Marshall et Roosevelt choisirent l'Alliance plutôt que les vies américaines.
Ils privilégièrent la fiabilité politique à l'excellence sur le champ de bataille et n'envisagèrent même pas de donner à Patton l'autorité nécessaire pour démontrer ce qu'un leadership agressif aurait pu accomplir. Voilà la vérité sur la guerre de coalition. Les considérations politiques coûtent des vies, mais les dirigeants estiment que l'unité de l'Alliance importe davantage que les pertes individuelles, et les commandants brillants qui ne comprennent pas la politique n'obtiennent jamais la chance de montrer ce qu'ils auraient pu réaliser. Patton passa la guerre subordonné à des commandants qu'il jugeait inférieurs. Il avait probablement raison, mais il resta subordonné malgré tout, car gagner des guerres exige plus que gagner des batailles. Cela exige des compromis politiques, et ce sont les soldats américains qui paient le prix de ces compromis.